Épisode 8, Kitsunegari, c'est écrit par Tim Minear et Vince Gilligan et c'est réalisé par Daniel Sakem. Daniel Sakem qui a déjà réalisé plusieurs épisodes d'X-Files et pas des moindres. Vous avez l'hôte, l'enlèvement, Gorge profonde et puis plus tard Compte à rebours dans la saison 6. C'est un réalisateur quand même au CV très impressionnant, il a réalisé des épisodes pour Better Call Saul, pour Leftovers. Leftovers d'ailleurs dont je vous recommande de visionnage, j'ai le coffret d'ailleurs, j'aurais dû le mettre de côté. Voilà, alors c'est pas pour faire mon kéké, j'aime bien exhiber ma collection, mais alors d'abord sachez que le coffret vraiment il est trouvable pour pas cher du tout, vous avez les 3 premières saisons. Je suis obligé de rattraper ma connerie, je dis les 3 premières saisons, mais en fait c'est une série qui n'a que 3 saisons, il n'y en a pas d'autres par la suite, donc ne cherchez pas. Peut-être que j'y reviendrai, je la considère vraiment peut-être comme l'une des meilleures séries de ces 10 dernières années, donc on est plus dans le drame psychologique en fait, et contrairement à Lost, parce que c'est une série de Damon Lindelof, on va pas tenter de vous donner une explication au grand mystère qui ouvre le premier épisode, je lis juste la première ligne, 2% de la population mondiale disparaît mystérieusement. S'agissait-il du ravissement, d'extraterrestres, ou y a-t-il une autre explication? C'est adapté normalement à un succès. D'ailleurs, je ne savais pas ça, de Tom Perrotta, on va se pencher sur le sujet. Mais vraiment une série extrêmement bouleversante, magnifiquement interprétée. Et que je vais me revisionner bientôt, parce que je n'ai jamais vu la saison 3, mais comme les 2 premières saisons, ça commence à remonter, il est quand même grand temps que je m'y remette. Ça va me permettre d'alterner un petit peu avec X-Files. Maintenant, en ce qui concerne le parcours du scénariste Tim Minear, alors il faut savoir qu'il a un parcours très intéressant, il a commencé extrêmement jeune, il a été d'abord assistant réalisateur, notamment pour Reanimator, de Brian Yuzna, il a été assistant aussi pour Platoon, d'Oliver Stone. Plus tard, il va gagner des galons, il va rejoindre le pool de scénaristes pour la série Angel avec Joss Whedon qui va le former, ou le déformer. Bon, je suis pas très fan de Joss Whedon, mais enfin bon, il a ses fans. Et puis, il va donc écrire quelques épisodes d'X-Files, dont celui-ci, et en cours de cette saison, il y a l'épisode L'œil de l'esprit. Beaucoup plus tard, il va signer les scénarios de American Horror Story, et puis il va devenir son propre showrunner. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que le scénario de base qu'il avait soumis s'est écarté un petit peu de ce résultat. C'est qu'au départ, on avait bien un type qui était en prison et qui arrive à s'évader. Sauf qu'il va se mettre à tuer plein de gens, il va suivre une voix dans sa tête. Il est persuadé que cette voix, c'est la voix du bon Dieu. Et ce qui nous rappelle grandement, je trouve, le propos de départ de Emprise de Bill Paxton, un film complètement fou dont j'en avais parlé sur un plan simple, parce que pour moi, dans l'approche de la mise en scène, pour toutes les scènes intimistes avec les enfants, je pense que Bill Paxton a été influencé par Sam Raimi, qui savait mettre sa caméra en retrait à l'extérieur d'une pièce pour essayer de capter une certaine vérité. Parce que Sam Raimi, ce n'est pas en fait que des caméras virevoltantes en fait pour sursignifier une émotion, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent. Alors c'est un film qui ne fait pas du tout l'unanimité, c'est même un film en fait qui avait fait un scandale, on avait parlé de film d'intégriste, alors c'est un film qui est profondément texan dans l'âme. On ne remet pas en question l'existence de ce Dieu, entre guillemets. Pour moi, c'est une véritable tragédie, c'est que si jamais il y a vraiment une voix supérieure qui vous intime de tuer des méchants, même si c'est les pires raclures de la Terre, que ce soit des pédophiles, des tueurs d'enfants, est-ce qu'il faut l'écouter quitte à détruire sa cellule familiale? Bon, et puis il y a pas que ça, parce que au sein de la cellule familiale, il y a aussi autre chose. Donc bon, si vous avez l'occasion de le trouver dans une boîte à DVD au coin de chez vous, c'est peut-être le moment de lui accorder une chance. Et si possible, parce que là, en fait, sur plusieurs réseaux sociaux, je vois qu'en ce moment, il y a tout un débat comme quoi pousser les gens à regarder les films en version originale, ce serait de l'élitisme. Alors non, pas du tout, c'est juste que je vais considérer les acteurs en fait comme ayant leur propre voix, leur propre musicalité. Et je l'ai sorti comme argument à un YouTuber que je trouvais intéressant, où j'avais dit, c'est comme toi, quand tu écoutes du Nirvana, tu t'aimerais pas avoir certains Jean-Louis qui chante par-dessus la voix de Kurt Cobain. Là c'est pareil. Il m'a dit non, mais ça n'a rien à voir, parce que Nirvana, j'ai pas besoin d'avoir les sous-titres pour comprendre, ressentir. Ça y est, je me suis écarté encore une fois, donc je vous encourage la version originale pour avoir vraiment cet accent texan, pas que pour Bill Paxton en fait, il y a Matthew Montgomery aussi, les gosses d'ailleurs jouent très très bien, donc je ne doute pas que la version française soit de qualité, mais faut savoir qu'à l'époque du premier Rocky, parce que bon, les nostalgiques des VF, c'était les années 70-80, c'est que les mecs ils avaient des mois et des mois pour
pour préparer les versions françaises. C'était déjà beaucoup moins le cas au début des années 2000, et c'est encore pire aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est entre une journée ou deux, on torche la version française, malgré la somme des talents impliqués. Alors, on retombe sur ses pattes. Tim Minear, pressé par le temps, et donc par l'équipe d'X-Files, on lui suggère de remplacer le prisonnier lambda de son script par Robert Mandel, qui est un des méchants les plus populaires. C'est accessoirement l'épisode donc auto-suggestion dans la saison 3, qui est un de mes épisodes favoris, peut-être même mon favori. J'attends de tourmater vraiment de la série pour me prononcer sur le sujet. Donc du coup, Tim Minear, en fait, il travaille de concert avec Vince Gilligan pour cet épisode qui était, dans mes souvenirs, assez moyen dans la lignée, en fait, des fausses bonnes idées de suite qui peuplent cette série, hein, quand il s'agit de faire revenir un super méchant. On se souvient du retour de Tooms, que je trouve... Voilà, encore une fois, c'est que mon point de vue, plus faible que le premier, en tout cas moins fort, ne serait-ce que par le biais de ce flic à la retraite, hein. Bon, ça je l'ai dit plusieurs fois dans des chroniques. C'est pareil aussi pour le retour du fétichiste. Alors donc j'ai un souvenir extrêmement parcellaire, mais ça me semblait moins bon que le premier épisode avec le fétichiste, que déjà de base je l'ai revu à la baisse. Et donc ce côté bicéphale, c'est-à-dire Tim Minear, Vince Gilligan, eh bien ça transparaît dans cet épisode comme si les désirs de l'un doivent revenir sur les rails du second, tout comme d'ailleurs le fond de cet épisode, puisqu'on part de Robert Model pour ensuite dériver sur une sorte de family plot, hein. Il avait une sœur cachée, et de ma petite expérience d'amateur de cinéma, une séquelle qui tire la carte d'un frère, d'un fils ou d'une sœur cachée, bah c'est rarement formidable. Je trouve que ça fait très DTV, hein, d'un film à succès où l'acteur principal ne remplit pas parce que c'était pas pécuniairement intéressant, ou bien tout simplement parce que son personnage a cassé sa pipe. Par exemple, vous aviez eu une suite de ce film de science-fiction, un petit film de science-fiction de David Towie que j'adore, et que j'en avais parlé dans mes films de chevet des films américains des années 90, The Arrival. Il y a eu une suite toute pétée, je me rappelle plus qui était l'acteur, c'était celui qui fait les yeux doux à Denise Richards dans Starship Troopers. C'est l'antagoniste de Casper Van Dien dans le film, quoi. One day, someone like me is gonna kill you and your whole fucking race. Au final, il s'avère que ce revisionnage a été bénéfique si on part du principe qu'il est en deçà du premier, donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là, mais il y a quand même des choses intéressantes. Déjà, j'aime bien l'idée qu'on propose une variation sur le méchant. Il ici a un rôle davantage de victime, déjà par sa condition physique beaucoup plus amoindrie que dans le premier, et puis surtout, il n'est plus dans le mode du jeu de chat et la souris avec Mulder. Il tente de raisonner Mulder, qui évite bien entendu de suivre son raisonnement, parce que la dernière fois, notre agent a été confronté à un climax absolument terrible, avec la roulette russe, qui est à mon sens d'ailleurs le pic de terreur dans tous les événements traumatisants de Mulder, celui où la tension est la plus palpable. Et je réitère ce que je disais, hein, pour moi cet épisode c'était un très très grand moment de télévision, un duel mental magistralement filmé, tétanisant, qui était d'avoir en plus un écrin de choix pour Robert Wisdom, qui campe Robert Patrick Mandel. Je sais plus d'ailleurs si j'avais cité que Robert Wisdom avait joué Nixon dans le film Watchmen de Zack Snyder. Je dirais pas que j'ai le Blu-ray parce que j'ai vraiment pas aimé le film de Snyder, hein. Je considère vraiment la BD d'Alan Moore comme une bible, mais il reste une scène qui justifie d'ailleurs le fait que je possède le Blu-ray, c'est la scène sur les origines d'Ozymandias, que je trouve très belle, et le choix, la seule fois où il a eu un choix artistique, on va dire un bon goût en fait dans sa carrière, Snyder, c'est quand il a mis du Philip Glass pour accompagner la très belle séquence narrant les origines du docteur Manhattan. Au départ, un fils d'horloger poussé par son père à suivre des études de physique après la bombe nucléaire lâchée par les Américains sur Hiroshima, et qui, dans un flashback étourdissant, déjà à l'origine dans le comic book, où on télescope passé, futur et présent pour raconter l'accident qui anéantira donc son corps pour le faire revenir en surhomme, l'égal d'un dieu au pouvoir qui changera le cours de l'humanité et qui fait dériver la BD dans l'Uchronie. Snyder donc n'a pas le soupçon d'intelligence et de sensibilité pour comprendre le fonctionnement émotionnel de l'horlogerie d'Alan Moore, scénariste. Il faut être complètement con, hein, pour mettre du Simon et Garfunkel, pour accompagner la séquence des funérailles d'un extrémiste, un nationaliste extrémiste qui a napalmé des Vietcong. Ou alors on est dans l'ironie, mais Snyder il est très très premier degré. Bon, enfin bref, Glass illustre à merveille ce côté mécanique, résolu, implacable, qui servait à la base pour, parce que c'est une musique originale, du documentaire Koyaanisqatsi. Bon, je fais comment pour tomber sur mes pattes, moi.
En fait, en revoyant cet épisode, je sens à quel point on a tenté de raccrocher les wagons avec le premier épisode de Gilligan. C'est d'ailleurs pour moi une fausse bonne idée, parce qu'on tente trop de jouer du coude dès qu'il s'agit en fait de citer ce premier épisode, par exemple le clin d'œil au choix de la couleur de peinture pour étouffer la victime. C'est d'ailleurs le moment le plus spectaculaire de l'épisode, c'est ce plan de cette victime là qui est complètement engloutie sous la peinture bleue et qui régurgite même après la mort de la peinture. C'est dégueulasse ce passage. Appears as if he died from ingesting paint. Il y a aussi le passage avec le faux badge de la sœur qui sert à duper la vigilance des équipes de sécurité. J'aurais préféré qu'on insiste sur le fait que Model il cherche à aider Mulder pour stopper cette femme qui s'avère donc être sa sœur. D'ailleurs, les motivations sont extrêmement floues parce qu'on sait qu'il ne la connaît que depuis quelques jours. Et je me dis à quel point on aurait pu peut-être refaire un jeu du chat et de la souris, mais de façon un peu détournée, comme par exemple dans Le Silence des agneaux, où Hannibal Lecter il aide Jodie Foster en fait pour traquer Buffalo Bill. Sauf que là vous remplacez Lecter par Model pour aider le FBI. Et puis ensuite il aurait pu prendre la fuite, s'évanouir dans la nature pour faire une fin ouverte comme l'apprécie la série. Après c'est toujours intéressant quand vous faites une séquelle d'inverser les rôles. Par exemple, et ça James Cameron il le fait régulièrement, évidemment Terminator 2 en fait, où le méchant du premier il devient un gentil, sauf que bon il a quand même du mal à lutter contre sa condition. Avatar, non pas que le méchant devienne gentil, mais par contre il prend maintenant l'apparence, en fait son esprit a été téléchargé, je dirais, dans le corps d'un navi. Et c'est ça qui est vraiment dommage avec cet épisode, c'est que on aurait aimé, on aurait préféré que, et c'est le grand drame de cet épisode, c'est pas qu'on aurait aimé qu'il duplique certains, qu'il fasse du coude pour vraiment réitérer les exploits du premier, mais on se dit qu'il y avait tellement de façons différentes de proposer une histoire aussi passionnante en exploitant cette intelligence de ce personnage, cette espèce d'étincelle qu'il a dans le regard. Moi je l'avais comparé à Christophe Gans parce que je trouve qu'il y a vraiment une espèce de... Parce que je trouve que vraiment physiquement, quand vous regardez les interviews de Christophe Gans, il a la passion dans les yeux, quoi. Il y a une espèce de... Il y a quelque chose de pétillant. Oui voilà, c'est ça, une espèce de malice pétillante qui en fait un personnage de méchant extrêmement réjouissant à suivre. Et pour le coup, Model, il est plus intelligent que Mulder. En tout cas, l'enquête qui permet à Mulder de suivre à la trace Model, c'est assez embarrassant, parce que c'est uniquement les sachets de barres énergétiques qu'il laisse derrière lui quand il en trouve un au sol, et Mulder sait qu'il est sur la bonne piste. D'ailleurs, dans une chronique X-Files, je mettrai le lien là pendant cette vidéo, où je développais mon idée d'intrigue policière type pelote de laine, où il suffit de remonter le fil en fait pour arriver à la pelote. Là, la pelote donc c'est Model, et puis le fil c'est les sachets de céréales. Je trouve ça quand même un petit peu léger. Après, c'est un épisode d'une quarantaine de minutes, donc il faut faire vite. Mais franchement, Model, il aurait pu laisser des morceaux de son peignoir s'accrocher dans le décor pour permettre à Mulder de remonter le fil. Ça ne m'aurait pas choqué. Maintenant, une fois que l'on sait tout ça, on peut quand même savourer, il y a plusieurs moments qui sont plutôt pas mal, et une scène qui est franchement bonne, et là donc si vous voulez pas être spoilé par l'épisode, vous arrêtez cette chronique. Il s'agit donc de la mort de Robert Patrick Mandel, une mort qui est assez originale, marquante, touchante aussi, une euthanasie douce aidée par sa sœur, une invitation en fait à sentir son cœur cesser de battre, ça va lui offrir un ticket de sortie digne. Non. Stop now. Stop. Encore une fois, en faisant pas grand chose à l'écran, en fermant les yeux, en jouant sur la respiration, les muscles du visage, Robert Wisdom, il est très très bon. Dans mes souvenirs, donc c'était un épisode qui était beaucoup plus mou et décevant. Je me souvenais, j'étais persuadé qu'en fait Robert Patrick Mandel était vraiment un légume qui avait ses pouvoirs psychiques utilisés par sa sœur, un petit peu comme dans X-Men 2, je vais vraiment faire l'effort que ce soit la dernière fois que je montre un film de Bryan Singer, enfin en tout cas ce film-là, pendant mes chroniques X-Files, c'est un petit peu léger, mais en fait vous aviez un petit peu la même idée, un personnage qui a des pouvoirs psychiques extrêmement puissants, mais qui est en état végétatif sur un fauteuil roulant, et qui est aussi manipulé par un propre membre de sa famille, en l'occurrence son père. Cependant on peut se rassurer, là, Robert Patrick Mandel quand même, il a des petits moments où il est mis en valeur, où il est sur ses deux pattes, où on retrouve un petit peu cette malice qu'il y avait dans l'autosuggestion, mais malheureusement c'est extrêmement faible. Et puis surtout, il n'est plus le centre de l'attention, et c'est bien dommage. Voilà, je lui mets la note de 5,5 sur 10, donc c'est quand même la moyenne. 2 words.
alive. Sunday on The X-Files. The subject's name is Robert Patrick Modell. Approach him only with extraordinary caution and then only with adequate backup. So what's adequate backup? Every cop you can lay your hands on. An all-new X-Files, Sunday at 9, 8 Central on Fox.